Aubagne, 5 h du matin. Au quartier général du PSIG, une opération d'envergure se prépare. C'est l'heure du briefing pour Florian, le patron de cette unité de choc spécialisée dans les opérations coup de poing. On va casser. Hein. Donc voilà, c'est notre client, c'est la Target. Il a 25 ans, il est cocaïnomane. Il est connu et suivi pour un meurtre en bande organisée, des recels, différents recels et port prohibé d'armes de catégorie 1 ou 4. La cible, un suspect dangereux au casier judiciaire bien fourni, qui habite un quartier chaud. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une cité très sensible de Marseille, où ça a particularité de charbonner H24. Et donc, quand on va arriver, il risque d'y avoir des gens qui nous attendront là-bas. De toute façon, dès qu'on va rentrer dans la cité, tout le monde sera au courant. On va faire le tour ici. C'est sûr. Hein. Ok, est-ce qu'il y a des questions là pour l'OPA? Tout le monde à la radio? Allez, bah c'est parti. Hein. On y va. Les gendarmes partent en convoi. 20 km les séparent de la cité phocéenne et de l'homme à interpeller. Discret les gars, discret quand vous fermez les portes. Allez-y, me dire les messieurs. Florian et ses hommes se postent au pied de l'immeuble. En silence, tout le quartier est bouclé. Attends, ça commence à gueuler là. Vous avez entendu les gars? Ils sont au courant qu'on est là. C'est bon, tout le monde en place. Il y a 2-3 charbonneurs là-bas, 100 mètres plus loin. En avant, fais remonter. Allez. Les hommes du PSIG sont lourdement armés. Ils commencent par bloquer les ascenseurs afin d'éviter toute fuite du suspect. Puis ils gravissent les étages à pied, le plus discrètement possible. À tout moment, ils peuvent se faire surprendre par des habitants terrorisés ou des trafiquants de drogue qui donneraient l'alerte. En moins de 20 secondes, Florian et ses hommes défoncent la porte. Allez, gendarmerie nationale! Go! Allez, on menotte, les gars, c'est lui. Ce jeune homme est suspecté d'avoir agressé et blessé au couteau un touriste de 20 ans en vacances près d'Aubagne. C'est un moment critique parce qu'il va falloir l'extraire de la cité en toute sécurité. Après son interpellation, il est conduit à la brigade de gendarmerie pour être placé en garde à vue et auditionné. Les gendarmes ont 24 heures pour tenter de le faire avouer. Tout commence quelques semaines plus tôt, dans la petite ville de Carnoux-en-Provence. Ce matin-là, c'est Jordan, un adjudant de 40 ans qui est de permanence. Et il va hériter d'une affaire très particulière. Allez, on va aller, hop. 4 jeunes vacanciers viennent porter plainte. L'un d'eux a été attaqué au couteau en voulant défendre sa sœur et ses amis après une course-poursuite sur une route nationale avec 4 jeunes en scooter. Nous on est 3 filles, eux ils étaient 4 mecs, il suffit qu'ils nous crevent les pneus, ils nous cassent notre vitre. Son intention c'était d'envoyer dans le ventre, c'était de le tuer. L'affaire est grave, il est urgent de les entendre. Bon, la victime, bien évidemment, le passager de la Mini Cooper et la conductrice de la Clio. Chacun des 4 jeunes livre sa version des faits dans un bureau différent. Je suis actuellement en vacances chez mon père, donc il habite l'adresse. Et Jordan va comprendre que l'affaire est très sensible. On revenait de la plage, donc du côté de Saint-Cyr. Et donc moi j'étais dans ma voiture avec mes cousins et mon ami. Et dans la voiture de devant, il y avait ma sœur et ses copines en fait. On est partis, on rigolait tous, on était très bien. On a passé une super bonne journée. Après une journée à la plage, alors qu'ils rentrent sur Marseille par la Corniche, ils sont pris à partie. L'une des jeunes filles a filmé la scène avec son téléphone portable. À un moment, on s'est retrouvés comme ça. Ces 2 jeunes en scooter zigzaguent à toute vitesse sur cette petite route très dangereuse. Ils frôlent la première voiture, celle des jeunes filles, et les invectivent violemment. Elles sont terrorisées.
C'est des malades, les virages, il les prenait, il les serrait, après il serrait la voiture et il pinait devant nous. Le conducteur du T-Max, il nous regardait de travers, parce que nous on refusait en fait de parler avec eux et on continue notre route. C'est alors que le jeune garçon qui conduit la deuxième voiture décide d'intervenir. Je les ai doublés. J'ai laissé ma sœur et tout partir devant. J'ai sorti ma main, je leur ai dit de s'arrêter sur le côté. Et le conducteur du T-Max, celui qui avait le casque, me prend par le cou. J'ai enlevé son bras. Et en fait, quand j'ai enlevé son bras, en fait, il a fait un mouvement un peu comme ça. C'est là que j'ai vu un bout de lame quoi, dépasser. Et quand il a vu que j'ai vu, c'est là qu'il a voulu un mouvement comme ça vers le haut, donc me poignarder vers ici. Il a fait comme ça. Oh non. Il a fait comme ça. Ah oui, j'ai eu juste le temps de faire ça. Et en fait, c'est mon bras qui a pris quoi. Franchement, je suis choquée. Moi, je suis choquée. Je me dis, il était tout seul et ils étaient 4 sur lui, donc c'est ça qui m'a fait le plus peur en fait. Sur la vidéo prise par la jeune fille, on aperçoit clairement la plaque d'immatriculation. Un premier élément pour Jordan, et ce n'est pas le seul. Il sait que cette route traverse plusieurs communes, toutes équipées de caméras de vidéosurveillance. Peut-être l'une d'entre elles a-t-elle filmé les agresseurs. Il envoie aussitôt un collègue pour vérifier les images et tenter d'identifier plus précisément les auteurs de l'agression. J'ai eu le capitaine. Bon, il m'a dit faire ça le plus vite possible. La région d'Aubagne est quadrillée par 150 caméras. Une source d'information qui va encore une fois se révéler précieuse pour les enquêteurs. Bienvenue en Provence et ses villages mythiques. Roquevert, Aubagne, Carnoux-en-Provence et Cassis. Des petits coins de paradis qui sentent bon le soleil et les vacances. A priori, l'endroit idéal pour un séjour en famille. Mais avec la proximité de Marseille, l'une des villes les plus criminogènes de France, les délinquants de toutes sortes viennent aussi en bord de mer. Au grand regret des habitants, des touristes et des forces de l'ordre. Oui, s'il continue, je pense qu'on le casse et puis on le fournit hyper. Alors les 130 gendarmes de la compagnie d'Aubagne sont sur le pied de guerre pendant tout l'été. Parmi eux, Jordan, un adjudant de 40 ans, célibataire, qui va devoir résoudre l'enquête délicate de l'agresseur au couteau. Donc là, je vous présente le tapissage. Et ce fin limier va être confronté à la pire des situations pour un enquêteur, le doute, dans une affaire très riche en rebondissements. Là, ce que vous me racontez, c'est de la merde. Vous vivrez aussi le quotidien d'Emeline. Cette jeune gendarme de 23 ans, tout juste engagée. Encore en formation, elle a tout à apprendre du métier. Entre traque au chauffard et drames familiaux, elle va être plongée directement dans le grand bain. Il vous a frappé à quel endroit? Il m'a pris à la gorge. Vous ferez également la connaissance des gendarmes de choc du PSIG. Vous me faites mal au bras! Le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Parmi ces durs à cuire, surentraînés, formés au combat, Florian et Patrick, des pères de famille. Ce soir sur croque-monsieur. Spécialistes des opérations sensibles. Toujours en première ligne sur les missions à risque. C'est vers moi. De la garrigue de l'arrière-pays jusqu'aux cités chaudes de Marseille, nous avons partagé leur quotidien souvent mouvementé. Allez, je vous emmerde! Allez, vous calmez! Immersion totale avec les gendarmes du Sud. C'est parti pour 2 épisodes inédits. Pour les gendarmes de Carnoux-en-Provence, l'agression au couteau est une enquête prioritaire. À partir du moment où la victime a porté plainte, ils ont 8 jours pour boucler l'affaire. C'est ce qu'on appelle le délai de flagrance. En fait, c'est l'idéal, le travail dans la flagrance, parce qu'on n'a pas les mains liées, on peut faire des perquisitions sans l'assentiment de la personne, c'est sans son accord. On est libre en fait de travailler comme bon nous semble. Direction les locaux de la police municipale pour visionner les vidéos de 150 caméras. À 21h06, et donc je détecte... c'est là-bas. Oui, c'est ça. Ils vont scruter toutes les images entre 21h et 23h le jour des faits, à la recherche du scooter et de la voiture des jeunes filles. Tu vas voir. Là, tu as la Clio. Ça, c'est certainement les filles, parce que là, tu vois que tu as du monde. Et c'est une fille qui, je crois, qui conduit. Et après, ouais. Là, tu as une moto qui passe. Vas-y, continue. Objectif,
vérifier la version des victimes Vas-y, repasse ça. Pour moi, il y a un gosse à l'arrière du 1200. et obtenir un descriptif précis des agresseurs. Regarde, c'est un jeune. Regarde comme il est petit. C'est un enfant. Bon, pour moi, c'est un enfant. Ceux qu'ils cherchent portent un t-shirt rouge avec un sac noir en bandoulière. Et le conducteur, auteur présumé du coup de couteau, un t-shirt noir et un short bleu. C'est ça? C'est ça, t-shirt rouge sur l'arrière du scooter, voilà. Ça, c'est les derniers... T-shirt noir, t-shirt rouge. Et ça, c'est... Fais voir, recule un tout petit peu. L'agression, elle a lieu donc, à l'entrée de la commune, en venant de la Ciotat. Et donc là, ça fait quelques minutes déjà que ça a eu lieu. À 21h03, je les ai. Et ben voilà. Ouais. Après, c'est... Ouais. C'est chaud, quoi. Le gendarme va ainsi croiser les informations et commencer à récolter des preuves. Là, on a une autre caméra qui se trouve au carrefour. Et là, tu as le scooter qui arrive. Voilà. Et donc ça, c'est un T-Max, c'est le 500, c'est les derniers. C'est ceux avec les... C'est les tout derniers. Il tente de déchiffrer la plaque pour la comparer à celle des images filmées par les jeunes filles. On arrive à identifier la plaque d'immatriculation parce que les victimes et témoins fournissent une plaque. Donc essayer de matcher en fait par rapport à la plaque qu'on a. On a de quoi travailler. Voilà. Ces images constitueront une preuve devant le tribunal de la présence des deux jeunes dans la zone et à l'heure de l'agression. À partir du moment où on a la plaque avec le signalement, si le véhicule n'est pas volé ou faussement immatriculé, on va remonter jusqu'au propriétaire et perquisition, découverte des vêtements, casque correspondant. On a de la vidéo, ils peuvent pas dire que c'est pas eux, quoi. Cette affaire va désormais mobiliser tous les gendarmes de la brigade, car pour eux, une agression avec arme est toujours très grave. On est sur une gravité avec des peines de prison, voilà. Là, on n'est pas sur un rappel à la loi où on va dire ce que vous avez fait, c'est pas bien, il faut pas recommencer la prochaine fois. De retour à la brigade, il est temps de rendre compte à Jordan, qui dirige l'enquête. Après avoir visionné les vidéos sur lesquelles on voyait ce même scooter le jour des faits. XP530, donc c'est ça, noir, MTT1. Il va maintenant découvrir à qui appartient le scooter. Il est acheté depuis janvier 2019. L'identité de l'acheteur va lui révéler un homme au passé bien chargé. Donc là, après, on est en train de regarder un peu les antécédents judiciaires de la personne qui est le propriétaire du véhicule. Il est connu de la justice, il est même pas mal connu. Son profil est très inquiétant. Vol, violence en réunion, trafic de stupéfiants, il est même sous le coup d'une enquête criminelle pour homicide. Un profil qui semble coller parfaitement, et pourtant, les gendarmes vont aller de surprise en surprise. Entre fausses pistes et faux semblants, il va falloir toute la rigueur militaire et la ténacité sans faille de Jordan pour résoudre cette affaire plus complexe qu'il n'y paraît. Quand j'étais ado, en fait, j'hésitais entre la police et la gendarmerie, parce que j'ai toujours eu le besoin d'aider les gens. Le côté militaire m'attirait plus. Allez, ça va mieux votre bras? Quelques jours plus tard, Jordan convoque le jeune homme qui a reçu un coup de couteau afin qu'il identifie sur photo l'homme qui l'a agressé. Asseyez-vous. Donc là, je vous présente le tapissage. Bon, je vais devoir vous prendre une audition. Voilà. Jordan présente la photo du propriétaire du scooter, noyé au milieu d'une trentaine d'autres visages. Vous regardez, vous avez le temps. Si vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas sûr. Si... Voilà, c'est pas donner un individu pour donner un individu, il faut que vraiment ça vous parle, quoi. Celui-ci? Yes. D'accord. Ok, donc numéro 6. Alors pourquoi vous pensez au numéro 6? La forme des yeux, le regard il me reste dans la tête, donc puis ce regard un peu froid là, comme sur la photo. Non, pour moi c'est ça. Peut-être je me trompe, mais pour moi c'est clair comme ça dans ma tête. Le numéro 6, c'est bien le propriétaire du scooter. Mais la suite va démontrer qu'une reconnaissance sur photo n'est en aucun cas d'une fiabilité absolue. Il avait les yeux foncés, les yeux clairs? Ouais, non, foncé. Il faisait nuit, mais... Ouais, il faisait nuit, il ouais. avait son casque. Cette enquête qui semble simple au départ va se révéler pleine de rebondissements et va vite devenir un vrai casse-tête pour Jordan. À quelques kilomètres, à la brigade de Roquevert,
c'est pour une toute autre mission que d'autres gendarmes se préparent. Avant chaque départ, le rituel est toujours le même pour Stéphane. Le gilet pare-balles qu'il enfile lui rappelle tous les jours que ce métier comporte des risques. Mais son arme la plus efficace n'est pas forcément celle qu'on croit. Le petit stylo, indispensable. C'est l'arme préférée du gendarme pour tout noter, tout ce qu'on... les plaques d'immatriculation des contrevenants ou les informations qu'on peut glaner au cours des patrouilles, quoi. Pour la patrouille du jour, il est accompagné par Emeline, 23 ans, la plus jeune recrue de la brigade. Arrivée il y a quelques mois, elle découvre le travail sur le terrain et en tant que femme, dans un métier longtemps réservé aux hommes. C'est un métier que j'ai toujours beaucoup respecté et ça me paraissait un peu hors d'atteinte. Du jour au lendemain, je me suis inscrite et je suis partie dedans sans réfléchir. Donc je vais passer mon concours sous-officier et si je l'obtiens, je rentrerai en école pour poursuivre ma carrière. Le fait d'être une femme dans ce métier-là, on peut observer des comportements différents sur les interventions. Après le tout, je pense que ça vient beaucoup de nous. Ça dépend de ce qu'on montre aux autres. Des fois, des hommes ont pu essayer de commencer à mal parler. Moi, je réponds fermement sans être méchante. Ça suffit en général à ce que le ton redescende et qu'ils nous considèrent comme notre collègue. Emeline est encore élève, c'est donc Stéphane le chef du binôme. Objectif de leur patrouille mobile, débusquer toutes sortes de chauffards qui pourrissent la tranquillité des touristes au cœur de l'été. En voiture, mais aussi à vélo ou en scooter. Et ils ne vont pas attendre longtemps. C'est les femmes au téléphone. C'est bon, tu peux couper. Très vite, ils ont cette femme dans le collimateur. Bonjour madame, gendarmerie de Roquevert, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez me présenter les papiers du véhicule et votre permis, s'il vous plaît? Est-ce que vous savez pourquoi? Oui. Parce que j'avais mon téléphone. Exactement. Exactement. Vous avez l'assurance avec vous ou pas, s'il vous plaît? Je sais pas si c'est marrant. Bon, si ce qui est apposé est bon, pour moi ça me va. Ce qui est apposé date de 2017. Aïe. Ah, non. Alors il me faut un justificatif comme quoi le véhicule est assuré. Parce que tant qu'il n'y a pas de justificatif, vous ne roulez pas. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose de prévu, mais un véhicule sans assurance, il ne roule pas. C'est-à-dire la vignette verte? Ouais, là, pour l'instant, j'ai aucun justificatif, aucune preuve que le véhicule est assuré. En fait, j'ai pas dû changer. Stéphane et Emeline laissent une chance à cette conductrice de se faire envoyer sur son téléphone une preuve que sa voiture est bien assurée, sous peine de 35 € d'amende. Il lui reste combien de points? 12 points? La conductrice peut prouver qu'elle est bien assurée. Stéphane et Emeline ne la verbalisent que pour l'usage du téléphone au volant. 3 points en moins et 135 € d'amende. Bonne journée madame. Personnellement, le téléphone, j'ai du mal avec ça parce que c'est une des principales causes d'accidents. Finalement, on est au téléphone, on fait pas attention et on en voit énormément au quotidien qui ont le téléphone et mince, il y avait un stop, mince, il y avait un feu rouge, on les arrête. Ah mais le feu rouge, il était rouge. Stéphane est à peine plus expérimenté que sa coéquipière du jour. Cela fait à peine 1 an qu'il est gendarme. Avant, il était opticien. Et son ancien métier va le rattraper sur la prochaine intervention. Cet automobiliste semble avoir des problèmes de vue. Lui, il y a un stop et il a même pas regardé à gauche, il a même pas essayé de ralentir au stop, il est passé. Un stop grillé, c'est 4 points en moins et 135 € d'amende. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous pouvez me présenter les papiers du véhicule, s'il vous plaît, et votre permis? Pas le billet de vin, uniquement le permis. Je cherche l'ophtalmo, moi, là. Ouais, c'est nécessaire. Oui. Je pense que c'est une très bonne initiative. Vous avez pas vu Le stop? Vous avez même pas ralenti. Vous avez pris à droite et le stop... ouf. Stop. Ah bon, je suivais la voiture, là, et puis... Ah ouais, Il faut faire attention, comme je suis en train de regarder... c'est précisément ce qu'on Ouais, non, mais un peu paumé, là. ce qu'on vous dit. Et donc vous cherchez un ophtalmo dans le coin? Hein? Vous cherchez un ophtalmo dans le coin? Oui. Et comme je suivais la voiture et que je regarde si je voyais l'ophtalmo, et en plus, comme j'ai l'œil droit qui commence à... C'est l'effet tunnel. On appelle ça l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est quand on se focalise sur une seule chose. Voilà, on est focalisé sur quelque chose et puis tout le reste, ça n'existe plus. On fait abstraction de tout le reste.
Faites attention parce que là en plus il n'y a pas beaucoup de visibilité, vous avez vite fait de... Devant un accrochage. Ouais, je suis un peu paumé là, je mais viens de justement. regarder. Ouais, mais ça- Ok, je Prenez suivais la le- voiture. Paumé ou pas paumé, il faut quand même garder l'œil ouvert et observer C'est gentil. les stops, les aider le passage et tout ce genre de choses. Merci, c'est gentil. Bonne journée, monsieur. Pour cette fois, Stéphane et Emeline se montrent cléments. Vous n'irez pas la ceinture? La ceinture, c'est 3 points et 135 € d'amende. Au total, la facture aurait pu s'élever pour ce monsieur à 270 € et 7 points en moins sur le permis. Je pense que c'est une très bonne initiative qu'il aille voir un ophtalmo. Au quotidien, la principale mission qu'on a, c'est de la prévention. Moi-même, avant de rentrer en gendarmerie, l'image que j'en avais, c'était « Ah mince, ces gendarmes, ils vont me verbaliser !» C'était l'image que j'en avais, et maintenant que je suis dans l'institution, je me rends compte que 90% du métier, limite, c'est de la prévention. La suite de la patrouille va leur donner à nouveau l'occasion de sermonner de très mauvais conducteurs. Et cette fois-ci, de très jeunes garçons, que les gendarmes croisent à 3 sur un scooter. S'il vous plaît. Et ce n'est pas la seule infraction. En plus d'être 3, ils n'ont pas de gants, pas de casque pour l'un d'entre eux, et ils sont tous mineurs. J'ai besoin des papiers de tout le monde, s'il vous plaît. J'ai aucun papier, moi. Ça va poser problème. Je savais vraiment pas qu'il a fallu sur nous. On me l'a jamais dit ça. Pourquoi faut les papiers? C'est obligatoire. En plus, vous identifiez. Si vous avez un accident, vous êtes inconscient, Déjà, c'est vous avez conforme, un hôpital, comment on sait pour savoir qui vous êtes? Avec l'ADN. Non, il faut pas que dans ta les carte, livres, prends ta carte, c'est bon. Tu non, le sais pas, il n'y a pas de problème, je te le dis, maintenant tu la prends. Ce jeune garçon a toujours quelque chose à ajouter et semble prendre les choses un peu trop à la légère. Vous avez pris un risque, vous savez qu'il ne faut pas rouler à 3 sur le scooter, vous savez, vous le faites, vous prenez le risque. Vous jouez, parfois vous gagnez, là aujourd'hui vous avez joué, vous avez perdu, bon bah faut assumer. Stéphane ne plaisante pas avec la sécurité des mineurs. Et ces 3-là semblent particulièrement désinvoltes. Bon, alors on va récapituler dans l'ordre pour les infractions. Donc toi, t'as pas les gants, donc tu vas prendre. Toi, pas de gants, pas de casque, tu vas prendre. Toi, t'as tout. A priori, tu risques rien. Alors la question c'est qui était le troisième? Qui était le plus derrière? C'était toi? Arrête de parler, t'es pénible, je te le dis direct. Donc t'avais pas de casque non plus, donc quand on n'a pas les gants, pas le casque et qu'on est le troisième sur un scooter, on a tendance à s'écraser. En plus on n'a pas ses papiers. Je comprends que tu sois un peu tendu, mais il faut arrêter de parler quoi. Ah, Très bien, bon on va prendre les identités, les dates de naissance et les adresses de tout le monde. Toi on va prendre le numéro de téléphone de ta mère. Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que vous pourrez l'appeler plus demain ou après-demain? Je m'en fous qu'elle travaille ta mère, je vais l'appeler. Je vais me faire tuer. Ah bah écoute, tu fais des infractions, il faut les assumer, c'est ça être un homme. Bonjour madame, gendarme Valivni, brigade de gendarmerie de Roquevert. Est-ce que vous pourriez me rappeler s'il vous plaît quand vous avez ce message? Voilà, j'ai contrôlé votre fils sans casque et sans gants sur un scooter. Voilà, merci de me rappeler, au revoir. Ce jeune homme va recevoir chez lui une amende de 68 € pour les gants et 135 € pour le casque. Après, on fait tout électroniquement, après ils le reçoivent au domicile de papa-maman. Maman les reçoit et papa leur en parle. Ou maman. Voilà. Puis après, petite explication en famille sur savoir qui c'est qui va payer les amendes. Voilà. Le propriétaire du scooter est en règle, il peut repartir. Le deuxième passager n'a pas de gants, il va devoir rentrer à pied. Quant au troisième garçon, il continue à fanfaronner. Monsieur rentre à pied? Monsieur rentre à pied, ouais. 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 Et ouais. Mais c'est juste que là, je peux pas rentrer. Tu marches, t'es un grand garçon, tu marches. Ou tu trouves des solutions, tu trouves quelqu'un qui t'amène un casque et une paire de gants. Emeline et Stéphane attendent pour être sûrs que les 3 jeunes ne repartent pas ensemble, à 3 sur le scooter. Celui qui refuse de marcher contacte finalement un copain pour qu'il vienne le chercher. Et tu lui as dit qu'il fallait qu'il descende avec 2 paires de gants? Alors, j'ai dit, viens me chercher, j'ai rapproché. Rappelle-le. Mais là, il est en scooter, faut que tu l'appelles. Non, mais là, le casque, le truc là. Ah, mais c'est génial, bim, une infraction alors. Ah, on n'a pas le droit? Non. C'est un sketch ce garçon, c'est un sketch. Emeline et Stéphane attendent le copain. Et finalement, il arrive, récupérer le jeune comique resté sur le parking. J'ai casqué des gants, tiens. J'ai ramené une couche. Oui, je me suis dit. C'est des sketchs. Pas méchant, pas du tout méchant. Un qui parle beaucoup pour rien de constructif au final. Non mais bon,
Rouler avec un scooter, voilà, c'est bien, c'est classe et tout, mais ils ont oublié les obligations, quoi. Donc on est là pour leur rappeler. Cette affaire leur aura pris plus d'1 heure. Ils espèrent que les garçons retiendront la leçon. Ne pas mettre de gants en 2 roues notamment est loin d'être anodin. Les jeunes, notre but, c'est pas de nous les mettre à dos ou d'être sur leur dos. Je pense qu'ils ont déjà leurs parents au quotidien pour leur faire la morale. Nous, on n'est pas là pour ça, on est juste là pour leur faire comprendre que pas avoir ces gants en scooter, quand vous tombez, c'est un des principaux points de choc. Et on en a des jeunes ici qui habitent sur notre circonscription qui ont des doigts en moins à cause de ça. À 10 km de là, la brigade d'Aubagne et ses 50 gendarmes. Aujourd'hui, c'est un autre fléau qui touche la région qui va les monopoliser. Le trafic et la consommation de stupéfiants. Un informateur aurait découvert une plantation illégale de cannabis et vient de prévenir les enquêteurs. Des gendarmes en civil dont vous ne verrez pas le visage, car ils sont spécialistes des filatures et des planques discrètes. Là, on va juste vérifier si la plantation existe réellement, tout simplement. On va s'approcher à pied et on verra un peu de quoi il s'agit. On avisera après. Direction une petite commune rurale aux alentours d'Aubagne. Les gendarmes ont rendez-vous avec le mystérieux informateur. Il est tombé par hasard sur une plantation de cannabis en cherchant des champignons. L'homme leur a donné rendez-vous discrètement en pleine campagne, car il craint les représailles. Je suis tombé par hasard sur ça dans les collines de Cuges et je suis tombé pile poil sur une plantation de cannabis. L'accès que je vous ai amené, il n'y en a qu'un seul et on est un peu visible. Il y a un autre accès par derrière et arriver discrètement. Je ne sais pas où on peut passer pour simplement il y a un petit peu de marche. C'est parti pour une longue marche sur un terrain escarpé parsemé de ronces au milieu des sous-bois. L'accès est difficile, la plantation est bien cachée. Après 20 minutes de randonnée, les gendarmes découvrent enfin cette grosse citerne d'eau, perdue au milieu de nulle part. Et à quelques mètres de là, effectivement, une dizaine de plants de cannabis, bien entretenus et protégés par un grillage pour éviter les attaques d'animaux nuisibles. Le propriétaire de la plantation a la main verte et semble même vouloir agrandir sa petite entreprise. Il a creusé plusieurs trous pour faire pousser d'autres plants. Il prépare ça. Il y a peut-être la deuxième culture qui va arriver. Et très vite, les enquêteurs font une découverte qui va donner un coup d'accélérateur à l'enquête. Le jardinier a commis une petite erreur. Abandonné sur la citerne, un sac plastique. Et à l'intérieur... Ça, c'est un ticket. C'est un ticket, à mon avis, de l'engrais pour le produit. Acheté, voilà, dans un commerce pas très loin ici. Et on a les références bancaires dessus. C'est l'Algo engrais bleu universel 12,90. Voilà. Après avoir photographié le ticket de caisse, ils vont soigneusement tout remettre en place, afin que le trafiquant ne remarque pas leur passage. On a la référence de la carte bancaire. En carte bancaire, on aura le compte de titulaire de la personne qui a acheté l'engrais qui se retrouve ici, à mon avis. Voilà. Les gendarmes ne s'attardent pas. Dans quelques jours, ils ont bien l'intention de revenir cueillir le responsable de cette plantation en flagrant délit, lorsqu'il viendra arroser. On surveille et on peut l'interpeller quand il arrose. Après, on a des éléments quand même qui sont intéressants. C'est le paquet d'engrais et le ticket qui librement montre que c'est un paquet d'engrais. Ça évite de faire une planque et puis ça permet directement d'aller le voir et peut-être faire une perquisition dans le domicile. Retour à la brigade. La journée a été fructueuse. Les enquêteurs ont récolté suffisamment d'indices pour faire progresser l'enquête. On va travailler sur les tickets. Après, j'ai un autre équipage qui va aller à la mairie de Cuges-les-Pins pour récupérer les identités des propriétaires des parcelles sur lesquelles peuvent se trouver les plants de cannabis. Et ça va nous permettre de voir s'il y a un lien entre la carte bancaire et le lieu des faits. Pour ne pas éveiller les soupçons et ne pas risquer des fuites sur l'enquête, ils vont demander à la mairie le nom des propriétaires d'une dizaine de parcelles
en plus de celles qui les intéressent. C'est un petit village, donc tout se sait. Une personne peut parler en disant les gendarmes ont demandé tel renseignement sur telle parcelle, donc le propriétaire de la parcelle peut avoir la puce à l'oreille par ce biais-là. Oui. Oh, là, on a le paintball, là, le terrain de paintball. Oui. Donc c'est dans ce secteur-là. Après quelques clics et un peu de douceur avec la machine. Ça correspond à ça? 19, 22, ouais. Ah bah ouais, donc déjà. Vous avez 4 propriétaires différents apparemment. Pour une parcelle? Non, une parcelle, un propriétaire. Voilà. Très bien. La petite réquisition, c'est ça. Allez. Merci. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Les enquêteurs ont le nom du propriétaire de la parcelle, mais rien ne dit que c'est lui qui fait pousser du cannabis. De retour à la brigade, une bonne nouvelle attend Philippe, le directeur de l'enquête. Grâce au ticket de carte bancaire, les gendarmes ont identifié l'acheteur de l'engrais. C'est le neveu du propriétaire du terrain, qui vit, lui, en région parisienne. Peut-être est-il venu profiter du soleil estival pour faire un peu d'agriculture. Dans quelques jours, la suite de l'affaire sera confiée au PSIG. Regarde s'il n'y a pas de traces sur autre chose. En attendant cette opération coup de poing, direction Cassis. Nous sommes le matin du 14 juillet. La journée s'annonce déjà chaude et électrique. Pour tous les gendarmes, et en particulier Jérémy, un gendarme mobile venu en renfort. Et dès le début de l'après-midi, les caméras de vidéosurveillance captent les premiers débordements. 2 hommes se battent au milieu des parasols, des familles et des enfants. Voilà. Tiens, il faut se mettre dessus. Bon, écoute. Bon, on y va. Allez. Quand les gendarmes arrivent, les 2 hommes ont cessé de se battre. Mais l'un d'entre eux est totalement ivre. Don't know each other? Yes or no? Yes, friends. This is from Poland. I'm from Poland. We come from Netherlands. From Netherlands? From Netherlands, yeah. How did you come from there? Autostop. 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 Ouais, ils sont deux. Ouais. Ouais. L'homme a prouvé qu'il pouvait être violent, alors les gendarmes décident de l'embarquer. Du calme, on monte dans la voiture, d'accord? Alors on y va. Allez. Non sans difficulté. Après. D'abord. Ok, no problème. Tranquilo. Oui, c'est bon, on va les chercher. Il tape son pote, il a picolé. Je pense qu'il va finir un peu la nuit chez nous. Il n'a pas l'air méchant pour l'instant. L'homme passera la fin de journée et la nuit en cellule de dégrisement dans les locaux de la gendarmerie de Cassis. Ce n'est que le début d'une longue journée. Les gendarmes vont devoir prendre des forces pour la fête nationale. En ce 14 juillet, la ville de Cassis attend 40 000 visiteurs. La population est multipliée par 5, alors toutes les forces de l'ordre sont déployées à travers la ville. Pour le moment, l'ambiance est encore bon enfant. Les gendarmes jouent plutôt le rôle d'agents touristiques. Là-bas, c'est mieux, vous avez la mer devant. Ouais. Voire d'agents de recrutement. Toi, tu veux faire gendarme plus tard, c'est ça? Policier. Oui. Ah. Policier ou gendarme? Non, gendarme. Non, gendarme, c'est bien. Gendarme, c'est plus beau que policier. Ah. Mais quand la fête commence à battre son plein, plus question de profiter de la fête comme les touristes. Entre 2 coups d'œil vers les étoiles, ils surveillent de près à l'affût des premiers débordements. Il est minuit, la température est encore de 24 degrés. La plupart des familles rentrent à la maison pour laisser la place aux fêtards. Il est temps pour Jérémy et ses collègues d'ouvrir l'œil. Vous ferez attention parce que je pense qu'en fin de soirée, il y a les messieurs qui vont vouloir jouer les coqs auprès des demoiselles et ça risque de s'échauffer assez rapidement. Trottoirs bondés, badauds, fêtards, drague et alcool. Tout est réuni pour que les violences se multiplient. Ah, faut pas que je m'y mette, j'ai un très joli déhanché, il paraît. Ouais. Et même si Jérémy se verrait bien se trémousser sur le dance floor,
ils restent concentrés. Quand soudain, Il y a des gens qui rentrent chez nous. 3 personnes ont la mauvaise idée de s'introduire dans ce bâtiment qui abrite une annexe de la gendarmerie. C'est ici que les renforts dorment pendant l'été. Bonsoir, je peux vous aider? Alors vous me sortez votre pièce d'identité. Mesdames, vous descendez tout de suite. Alors on vient pas faire pipi ici. Vous sortez. Oui, moi j'habite ici. En venant uriner sur la maison des gendarmes, on peut dire que ce monsieur et ses amis ont manqué de chance. D'autant qu'ils sont tombés sur Jérémy, inflexible, même pour la plus petite infraction. On a été conciliant avec les dames, puisqu'elles sont parties sans trop rien dire. Par contre, avec le monsieur qui a commencé à monter sur ses grands chevaux, contrôle d'identité. Je n'ai pas été sur la plaque. Le problème, c'est que là, c'est une propriété privée. Monsieur, vous nous accompagnez jusqu'à la voiture. On va le passer au fichier pour vérifier qu'il n'y a pas de fiche. Jérémy est particulièrement agacé par cette incivilité qui le touche personnellement. Disons que le monsieur s'amuse à uriner sur notre lieu de vie. Déjà, en temps normal, uriner sur le domaine public, c'est interdit. En plus, chez moi, ça m'énerve un petit peu. Rétrospectivement, c'est assez cocasse. Mais sur le coup, avec les collègues, on n'a pas beaucoup rigolé. Oh non, pas sûr que ce monsieur ait bien mesuré qu'il vaudrait mieux faire profil bas devant Jérémy. À l'avenir, vous évitez de faire vos besoins dans la rue? Mais vous mettez un PV. Ah oui, je vais vous mettre un PV, monsieur. Ben oui, mettez-moi un PV. Ah oui. Pas de souci, vous me l'envoyez, ça y est. Je crois que là, vous êtes en train de faire un peu plus. Vous avez aucune... Le fêtard s'impatiente. Il ne conteste pas le PV, mais trouve que la procédure est trop longue. Et il parle beaucoup au goût de Jérémy. On va faire ça le plus rapidement possible. Je pense que vous avez autre chose à faire que venir embêter des personnes qui font une fête. C'est agréable de faire la fête, ça décontracte. Vous faites jamais? Moi non. Vous avez tort parce que ça vous fera du bien. Moi, je pars du principe que quand je fais la fête, je la fais chez moi, tranquillement, ou dans un lieu où j'embête personne et où je ne suis pas susceptible de faire n'importe quoi. Donc à partir de ce moment-là, quand moi je m'astreins à cette philosophie-là, j'espère que les autres personnes en fassent de même. Vous savez quoi, j'arrête de discuter avec vous. La discussion elle est close. Mon collègue met le PV, vous signez, vous allez faire la fête, je ne discute plus avec vous. Merci monsieur. Résultat, un PV de 68 €. Attention aux escaliers du coup. Ce soir, beaucoup de gens ont bu et à l'approche d'une discothèque du centre-ville, Jérémy entend crier. Madame, vous arrêtez. Allez. Allez, vous calmez. Allez, je te filme, je te filme. Monsieur, reculez. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous maintenant. Pourquoi ils ont fait ça? Mais j'en sais rien. Monsieur était dans la boîte de nuit, ça s'est pas bien passé. Il a été sorti manu militari par les videurs, je pense. Et il n'a pas apprécié. La fierté mal placée. Vous êtes Le problème, c'est que là, il est en train de s'énerver et d'embêter tout le monde. Lui, s'il continue, je pense qu'on le tasse et puis on le fout en IPN. Jérémy et son équipe ne quittent pas le couple des yeux. Ils sont éméchés et énervés, le cocktail explosif qui peut vite faire déraper la situation. On espère qu'ils vont rentrer chez eux pour terminer la soirée et redescendre en pression. Mais le problème, c'est que les gens sont sanguins ici. Il redescend toujours pas. Il a clairement trop bu. On essaie d'éviter la surbagarre, en fait. Que les choses s'enveniment et que ça parte en bagarre générale. Le couple finit par s'éloigner. Mission réussie pour Jérémy. La nuit se déroulera sans drame majeur. Il y a quelques jours, Jordan et les gendarmes de Carnoux-en-Provence enquêtaient sur une agression au couteau. Ils ont identifié un suspect. C'est désormais aux hommes du PSIG d'entrer en jeu pour l'interpeller chez lui à Marseille. Voici ces 25 hommes à l'entraînement. Terrorisme, prise d'otages, arrestation musclée, ce sont toujours ces gendarmes de choc qui sont envoyés au front. Parmi eux, Patrick. Je suis Patrick, je suis adjudant au commandement de peloton et je suis marié à 3 enfants.
Le choix du PSIG, c'était ma vocation de travailler au service du public et au secours des personnes pour défendre, comme on l'avait et l'orphelin. Pour intégrer le PSIG, il faut avoir une condition physique exceptionnelle. Alors avant chaque mission, et quasi quotidiennement, Patrick et ses collègues s'entraînent ensemble. Au programme aujourd'hui, 1 heure de footing. Les missions sont plus ou moins physiques, mais c'est surtout pour être prêt à supporter des périodes très longues de port de gilets lourds, courir après des adversaires, que ce soit la nuit, le jour. Il faut qu'on soit et véloce et en matière de musculature adapté à grimper au mur et sur tous les obstacles qui peuvent se confronter à nous sur le terrain au quotidien. Tous les gens qui choisissent l'affectation PSIG, c'est des amoureux du sport. C'est une obligation en fait, aux militaires de s'entretenir et d'avoir une condition physique irréprochable. On arrive prêt et dispo, prêt à repartir avec une bonne poussée d'adrénaline et d'endorphine pour passer une bonne journée. Et Patrick a raison de faire le plein d'endorphine, car ce soir, lui et ses hommes vont devoir rassembler toute leur énergie. L'autre homme clé des opérations coup de poing, c'est lui, Florian, le patron du PSIG. J'ai choisi ce métier un peu par vocation, parce que ça me plaît d'être au service de la population et de me sentir utile dans mon métier. Ce lieutenant dirige l'unité depuis 1 mois et demi. Le rôle du commandant d'un peloton de surveillance et d'intervention, c'est avant tout d'être un chef opérationnel, c'est-à-dire d'emmener les militaires sur le terrain et de réaliser des missions parfois difficiles et surtout de ramener tout le monde à la maison le soir. Avant d'aller cueillir le planteur de cannabis, c'est une autre interpellation très mouvementée qui les attend, celle de l'agresseur au couteau dans une cité chaude de Marseille. 5 heures du matin. Pour cette opération sensible, les gendarmes ont déployé les grands moyens. Florian, le patron du PSIG, a minutieusement préparé son scénario pour ménager l'effet de surprise. Son adjoint Patrick et Jordan, le directeur d'enquête, participent bien sûr à la mission. On va casser, hein? Ouais, on casse, hein? On va pas prendre de risques. On profite de l'effet de surprise, surtout que le mec apparemment, il a l'arme blanche déjà. L'homme a un lourd casier judiciaire et un profil inquiétant. Donc voilà, c'est notre client, c'est la target. Il a 25 ans, il est cocaïnomane. Il est connu et suivi pour un meurtre en bande organisée, des recels, différents recels et port prohibé d'armes de catégorie 1 ou 4. Passe en bas avec Pat et nous récupérons. En plus de ces hommes, Florian aura des hommes du PSIG d'Aix-en-Provence en renfort. En tout, 17 gendarmes d'élite. Donc le lundi 12 août 2019, entre 20h50 et 21h05... Petit rappel des faits, l'affaire commence par une banale altercation sur la route de la Corniche, avant que la situation ne dérape. Après l'avoir étranglé, le conducteur du T-Max le blesse à l'arme blanche et crève un pneu de sa voiture. Jordan, le directeur de l'enquête, a retrouvé l'adresse du propriétaire du scooter. Il vivrait chez ses parents avec ses frères et sœurs. Donc il y a de fortes chances qu'il soit là-bas aujourd'hui. D'après l'adresse qu'on a sur les antécédents judiciaires, il serait chez ses parents. Maintenant, on n'a pas de certitude. Voilà, ça c'est les aléas du métier, c'est qu'on agit mais on n'a pas forcément de certitude. Je me posais beaucoup de questions sur l'interpellation en elle-même, enfin le lieu d'interpellation, surtout ça, parce que nous on n'est pas habitués en gendarmerie à interpeller dans les cités, c'est plutôt zone police. Donc moi ce qui m'inquiétait le plus c'était la sécurité du personnel. Après l'enquête, c'est sûr qu'il fallait y aller, c'était là-bas qu'on allait trouver une réponse. Après un repérage réalisé il y a quelques jours, les enquêteurs ont aperçu le fameux scooter au bas de l'immeuble, dans ce quartier chaud de la cité phocéenne que Florian connaît bien. Il a travaillé 10 ans à Marseille. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une cité très sensible de Marseille, où ça a la particularité de charbonner H24. Et donc quand on va arriver, il risque d'y avoir des gens qui nous attendront là-bas. Charbonner, cela veut dire qu'il y a des dealers en action jour et nuit. Donc les hypothèses, la target est présente au domicile, donc on procède à l'interpellation. Si elle est absente, on a une adresse de variantement donc, qui est à 5 minutes de là où on est. Et donc, hypothèse 3, ça peut être une prise à partie violente d'éléments extérieurs dans la cité. Par contre, je le dis, c'est évident, ne restez pas au pied du bâtiment parce que pour avoir des jets de projectiles ou autre à notre arrivée. De toute façon, dès qu'on va rentrer dans la cité, tout le monde sera au courant. Hein. C'est sûr.
Patrick, tu seras au véhicule. Dès que le bouclage est en place, on y va donc en discrétion. On monte au 12e étage en faisant une pause 2 étages avant l'arrivée. On casse la porte et on interpelle. Ok, est-ce qu'il y a des questions là pour l'OPA? Tout le monde à la radio? Allez, bah c'est parti. Il est 5h30. Les véhicules du PSIG se mettent en route. Dans ce peloton depuis 20 ans, Patrick aura un rôle clé ce matin. Il est responsable de la sécurité des gendarmes. Son objectif, ramener tout le monde sain et sauf. Si on voit vraiment qu'on n'est pas en mesure d'effectuer la mission en bonne condition, on fera autrement, on convoquera la personne, on essaiera de faire une interpellation au milieu ouvert. Là, la seule particularité de la mission aujourd'hui, c'est de trouver la bonne porte, parce que dans ces cités, les gens mettent rarement leur nom sur leur porte et ça serait dommageable de casser une mauvaise porte. Les hommes du PSIG prennent position en silence, au pied de la cité. Discret les gars, discret quand vous fermez les portes. Allez-y, me dire, dépêchez-vous. Patrick met en place ce que les gendarmes appellent le bouclage. Il reste en bas de l'immeuble avec les véhicules, prêts à exfiltrer ces hommes au moindre danger. T'as positionné le bouclage? Non, pas encore. Tu me dis quand t'es prêt. J'attends le compte rendu d'installation de mon bouclage et de ma couverture. Et après, on y va. Attends, ça commence à gueuler là. Vous avez entendu les gars? Déjà, les premiers sifflets retentissent dans la cité pour signaler la présence des gendarmes. Ils sont au courant qu'on est là. Il faut faire vite, au risque de se faire caillasser. C'est bon, tout le monde en place. Il y a 2-3 charbonneurs là-bas, 100 mètres plus loin. En avant, fais remonter. Allez. La tension est au maximum. Les 17 hommes du PSIG progressent en colonne, en se couvrant les uns les autres, lourdement armés. 6 h du matin, ils commencent par bloquer les ascenseurs pour avoir le contrôle sur tous les va-et-vient de l'immeuble. Ils ont tous reçu une formation militaire et sont entraînés à ce type d'exercice. Ils gravissent les étages à pied avec leur équipement de 30 kg sur le dos. À tout moment, ils peuvent croiser des habitants affolés ou des trafiquants. Une fois arrivés, ils installent le Door Raider, une sorte de bélier qui va permettre de faire sauter la porte en silence et en moins de 20 secondes. Une interpellation que nous ne filmerons pas. Allez, j'en ai rien sur la route! Go, 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 go! Dans cet appartement, plusieurs membres de la famille sont réveillés en sursaut. Le suspect vit chez ses parents. Pas de chance, l'homme semble absent. Mais un retournement de situation va redonner le sourire aux gendarmes. C'est qui ce short? C'est vous ce short? L'un des frères du suspect, présent, possède dans ses affaires le fameux short bleu, identique à celui de la vidéo prise par les victimes. Il reconnaît aussi être le propriétaire du scooter T-Max. Allez, on me note, regarde celui. Les gendarmes l'interpellent. L'agresseur au couteau, ce serait finalement lui. Allez, ciao. Le prévenu est embarqué, mais la partie la plus périlleuse de l'opération commence. Il faut lui faire descendre tous les étages. C'est un moment critique parce qu'il va falloir l'extraire de la cité en toute sécurité. Donc on a articulé la rame de véhicule pour pouvoir le faire entrer et repartir le plus rapidement possible. Synchronisation parfaite, Patrick rapproche les véhicules de la porte de sortie, afin que les gendarmes ne soient pas trop exposés en traversant la cité à pied. Même si l'homme interpellé n'est pas la cible initiale des gendarmes, des preuves accablantes semblent prouver qu'il est le suspect numéro 1. En particulier, le short bleu. C'est quel l'autre? Et c'est en fait ça. Ça, et il y avait une photo que j'avais prise avec moi, heureusement. Je lui ai montré cette photo, il m'a dit oui, c'est moi. Sans ça, on serait reparti bredouille, parce qu'on était concentré sur son frère. Comme quoi, il ne faut pas se fier seulement, exclusivement au tapissage photographique. Tu nous suis? Ouais. Retour à la brigade de Carnoux-en-Provence pour la suite de la procédure. Le suspect est placé en garde à vue pour 24 heures. Le travail du PSIG se termine ici. Il est l'heure pour Jordan d'entendre le jeune homme. Il est 9 h. Le directeur d'enquête a préparé son dossier.
Lors du tapissage, la victime avait reconnu le frère aîné, le propriétaire du scooter, sur la planche photo. C'est cette photo qui a été montrée. Voilà. Or, la confusion peut s'expliquer. Les deux frères ont les mêmes yeux. Et lors de l'agression, l'auteur du coup de couteau portait un casque. La victime n'a vu que son regard. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle s'est trompée de personne. Allez, on va. La victime a confondu les deux frères et Jordan n'est pas au bout de ses surprises. Lors de l'audition, le gendarme découvre que le suspect aurait aussi un frère jumeau. Un rebondissement inattendu qui risque de remettre en question l'enquête. D'autant que le jeune homme assure ne pas avoir participé à l'agression. Un mode de défense dont Jordan a l'habitude. Je pense qu'en fait, en niant, et comme pour lui, il pense qu'il n'y a pas assez d'éléments, ah bah, il va être relâché. Voilà. Et il connaît un peu la justice aussi. Hein. Il sait très bien comment ça marche. Cette première audition a tout de même troublé Jordan. Il ne comprend pas pourquoi le prévenu nie à ce point l'évidence. Et sans preuve irréfutable et sans aveu, il sait que son dossier judiciaire ne tient pas. Ah oui, il y a le short, effectivement, mais après, pour le reste... Voilà, donc j'ai un petit peu les boules. J'ai même grave les boules. La victime l'a déjà confondu avec son frère aîné. Alors se pourrait-il que ce soit son frère jumeau qui conduisait le scooter ce jour-là? Comme tous les frères de la famille ont un casier, Jordan peut comparer les photos. Oui, vraiment, il ressemble déjà là. Je pensais que c'est lui. Mais il a cheveux courts. Les deux frères jumeaux sont des copies conformes. Ou alors c'était son frère jumeau qui conduisait le T-Max et lui il était sur le véhicule. Waouh. Ça, franchement, c'est pas de bol. Faut qu'il y ait un frère jumeau, quoi. On a eu de la chance, nous, en tant qu'enquêteurs, parce qu'on est tombé sur ce short. Mais à côté de ça, on se dit, mais il faut qu'il y ait un petit grain de sable. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai tilté. Je me dis, non, c'était trop beau. Il y avait tout qui était parfait. Et d'un coup, il me sort, j'ai un frère jumeau. Voilà, donc c'est pour ça que je lui ai dit, non, c'est pas possible. Il fallait qu'il y ait un grain de sable quelque part. T'as réussi à dormir un peu ? Jordan a encore 16 heures de garde à vue pour résoudre cette énigme. Et vous allez le voir, c'est encore un petit détail qui va lui donner la solution.